Voilà, les participants nous rejoignent. Nous allons commencer ce webinaire. Bienvenue sur un webinaire qui est organisé par XAPA. Qui ce matin, 30 juin, va concerner les questions de croissance inclusive en contexte de récession post-Covid. Et donc, on a la joie d'avoir nos intervenants et j'espère d'avoir une discussion extrêmement intéressante. Je précise que sur ce webinaire-là, on a en support aussi un briefing paper qui est téléchargeable sur xapa.org sur ces questions-là également. Je commence par quelques détails techniques pour la bonne animation du webinaire. Vous pouvez bien sûr changer votre nom d'utilisateur, mais c'est toujours utile que tout le monde puisse savoir qui vous êtes. Vous êtes environ 80 personnes à vous être inscrits, donc c'est toujours plus sympathique pour les autres de savoir qui participe également au webinaire, sachant que la liste complète, pratiquement complète, est disponible sur LinkedIn, avec quelques exceptions près. Vous êtes tous par défaut en mode silencieux. Si vous souhaitez intervenir, il y a une fonction chat avec laquelle vous pouvez poser un certain nombre de questions. Et vous êtes tout à fait bienvenus. Et en fait, dans mon rôle de facilitateur, je me présenterai juste à l'instant, vous avez la possibilité de pouvoir interagir et je m'assurerai d'intégrer vos questions dans le flux de la discussion. Vous pouvez bien sûr inviter d'autres participants, utiliser les médias sociaux et si vous taguez @xapa.org, ça permet de pouvoir suivre sur un même flux l'essentiel des échanges qui s'effectuent pendant ce webinaire. Et enfin, un très court sondage de 3 questions sera activé dans les 10 minutes permettant de clôture cet échange, prévu sur 1 heure. Et je vous remercie de pouvoir y participer autant que possible, puisque c'est juste un petit sondage qualitatif et qui permet de pouvoir nous aider à mieux piloter ces webinaires et, tant qu'à faire, à pouvoir vous aider aussi à être mis en relation avec qui de droit et à tirer le maximum de ces échanges. Je vous présente très brièvement notre organisation, XAPA, et comment on se retrouve sur ces questions-là. Donc moi déjà, en tant qu'animateur et facilitateur de cet échange, je suis Farid Badache. Je suis le président de cette initiative qui s'appelle xapa.org, qui est une entreprise organisée en entreprise à mission. Donc moi, en ce qui me concerne, ça fait plus de 20 ans que je travaille et que j'explore ces questions, notamment de croissance inclusive. Beaucoup travaillé sur ces questions-là sous différentes casquettes, notamment en travaillant avec la Banque interaméricaine de développement en Amérique latine, puis en travaillant dans l'industrie et en travaillant sur des initiatives internationales. Certaines personnes qui sont connectées ici m'ont croisé notamment en tant que fer de lance et organisateur d'une initiative qui s'appelait Business for Inclusive Growth pendant plusieurs années, qui a été annoncée au G7 l'an dernier. Et puis j'ai travaillé avec une trentaine d'entreprises en Europe, États-Unis, Japon, pour la mise en place de programmes de croissance inclusive sur les récentes années. Concernant notre organisation XAPA, nous sommes une organisation qui accompagnons et réfléchissons sur des questions de croissance inclusive sur 3 volets. Le premier, c'est que notre métier, c'est d'aider à stratégiser ces questions-là pour permettre à chaque acteur, chaque groupe d'acteurs de gagner en pertinence et en impact. Donc, on accompagne ça sur des activités de conseil. La deuxième activité, c'est que nous avons été créés comme entreprise à mission avec l'objectif d'accélérer la contribution du secteur privé aux enjeux de l'agenda 2030. Et donc, dans ce cadre-là, nous sommes une plateforme d'innovation, notamment par les leviers digitaux et financiers, où nous développons des programmes permettant de déployer à grande échelle des dispositifs qui permettent d'accélérer l'accès à de la croissance plus inclusive sur les territoires. Donc, par exemple, très concrètement, on a des programmes sur les questions de transfert de formation à grande échelle, qui peuvent toucher des segments un peu plus vulnérables de personnes qui manquent d'accès à la formation. Et on fait ça en France et dans des pays, on va dire OCDE, autant que dans des pays émergents, avec pas mal d'activités, notamment en Asie du Sud-Est et en Afrique sur ces questions-là. Et enfin, ce webinaire est organisé dans ce cadre-là. Dans notre mission, nous développons et partageons un certain nombre de contenus qui permettent de mobiliser autant que possible la communauté, de comprendre ce que c'est que les concepts sur lesquels nous travaillons. Donc aujourd'hui, le concept de croissance inclusive, premièrement, de pouvoir avoir des outils concrets pour travailler dessus et faire du retour d'expérience, partager autant que possible ce que nous faisons, les initiatives sur lesquelles nous travaillons, en open source, de manière à ce que d'autres personnes puissent les activer également. C'est dans ce cadre-là qu'un certain nombre de blogs, briefing papers sont disponibles.
Ce webinaire est enregistré, bien sûr, téléchargeable et utilisable par vous-même et notamment auprès de vos collègues. Notre bureau est installé à Paris. Nous travaillons en fait par cercle concentrique avec une équipe d'une dizaine de personnes, un réseau d'experts qui permettent d'apporter de l'expertise notamment par exemple digitale, de l'expertise technique, de l'expertise contextuelle selon les pays sur lesquels nous opérons, avec un certain nombre de programmes actifs un peu partout dans le monde. Et nous avons aussi un volant de partenaires stratégiques qui nous accompagnent sur de l'expertise que nous n'avons pas en interne. Typiquement, des fois, quand on gère de la complexité, ça peut s'adjoindre des services de data scientists, de personnes qui font de l'expertise, notamment, par exemple, comptable, notamment sur des programmes de l'expertise juridique, quand on déploie des programmes d'investissement à impact, par exemple. Donc, à ce titre-là, nous abordons véritablement ces questions de croissance inclusive de manière la plus globale possible, mais en même temps la plus contextualisée. On va beaucoup aborder les questions de territoire, je pense, dans cet échange aujourd'hui. Et évidemment, ça demande une bonne compréhension, une bonne lecture des traits locaux, en fait, des enjeux. N'hésitez pas à aller sur notre section publication, en français et en anglais, sur laquelle nous avons un certain nombre de contenus qui permettent d'aller plus loin et d'explorer différents aspects connexes aux questions de croissance inclusive. Il se trouve que nous avons par exemple un prochain webinaire sur tout ce qui est devoir de vigilance, notamment, et sur tout ce qui est initiative européenne, par exemple, avec un certain nombre de participants, en anglais, puisque une partie de nos activités s'effectue dans les deux langues, français et anglais. Rentrons dans le sujet, croissance inclusive. Je vais juste cadrer un petit peu quelques thématiques issues du briefing paper que nous avons produit il y a quelques mois sur ces questions-là. En fait, avec finalement, pour un public et des participants comme vous, un public principalement de personnes qui évoluent en entreprise, dans le monde de l'investissement et de la finance, mais aussi dans tous les écosystèmes d'acteurs qui gravitent autour un petit peu de ces questions-là, qui challengent potentiellement entreprises et investisseurs, on essaye de développer un business case autour de ces questions de croissance inclusive, pourquoi on pense que c'est important, et puis 5 leviers pour agir sur ces questions-là. Alors, pourquoi c'est important? Derrière, finalement, ce qu'on essaye de montrer ici, on a deux messages extrêmement simples à faire passer. Les inégalités, et le développement des inégalités sur les 30 dernières années est une véritable plaie pour le pacte social de nos sociétés. Dans ce contexte-là, puisqu'on est en environnement, je dirais, de crise sanitaire Covid qui génère une récession majeure dans les économies qui sont les nôtres, on voit le Covid et la crise sanitaire associée simplement, principalement comme un accélérateur, un amplificateur de phénomènes et de tendances lourdes qui sont déjà installées. Et la destruction des structures sociales, portée par des questions d'inégalité, pose en fait une problématique relativement simple. Quand on étudie ces problématiques du point de vue de l'investisseur, du point de vue de l'entreprise, c'est que fondamentalement, pour faire des affaires, on a besoin d'évoluer sur des environnements qui soient aussi stables que possible. On a besoin de stabilité, on a besoin de prédictabilité. Et donc, la destruction du pacte social crée de l'instabilité. L'instabilité n'est pas bonne, fondamentalement, pour le déploiement d'activités économiques et pour le raisonnement financier qui peut sous-tendre l'investissement et la création de valeur qu'on peut vouloir sur un portefeuille. Et je prendrais le problème aussi différemment. Je le prendrais, parce que qui dit croissance inclusive, dit qu'il y a des personnes à inclure, qui dit qu'il y a des personnes à inclure, dit qu'on peut penser cette question-là sous l'angle du collaborateur qui est dans une entreprise, de l'écosystème des acteurs, notamment dans la sous-traitance qui gravite autour d'une entreprise qui est motrice sur un sujet, et bien sûr de la question du territoire. Et par exemple, après, des élus, enfin d'un certain nombre d'acteurs sur les territoires, qui n'ont aucun intérêt non plus, finalement, à évoluer dans des environnements instables. Donc, la conclusion, c'est que la question de la croissance inclusive n'est pas une question que nous tirons, ou en tout cas qu'on essaie d'aborder par le prisme de l'éthique et de se dire qu'il faut faire du bien autour de soi. C'est une véritable question que nous abordons, la question sous l'angle de la logique du business case qui est nécessaire, de dire que quand on est une entreprise et qu'on crée de la valeur, la répartition de cette valeur, la capacité à pouvoir s'inscrire dans un pacte social avec son volant de collaborateurs, son écosystème de partenaires économiques et les territoires sur lesquels on déploie de l'activité est indispensable
dans la qualité de l'échange qui peut être permis entre l'entreprise et puis son environnement immédiat. Je terminerai sur cette question de pacte et de croissance inclusive avec l'importance de cohérence dans la durée. Et ce que révèlent, en tout cas de notre prisme, les questions portées par la crise sanitaire du Covid-19, c'est l'importance de maintenir un fil directeur, une certaine visibilité, même en contexte dégradé, puisque c'est un élément fondamental qui est porteur finalement de crédibilité. Ça veut dire qu'en contexte dégradé, quand on essaye d'évoluer sur un certain nombre de principes, tout le monde peut comprendre que c'est pas forcément facile, mais des revirements de bord majeurs, trop importants sur des comportements, sur des décisions qui sont prises, en fait, ne portent pas la crédibilité et viennent détruire encore plus le pacte social. Donc, un certain nombre de controverses ici sont présentées. L'idée qui est sous-jacente, c'est de dire que la croissance inclusive, c'est quelque chose que nous pensons être important d'être porté en tant que business case pour le pacte social des entreprises sur les territoires, premièrement, et que c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée et qui ne doit pas être porté par des cycles de mode « je suis en bonne santé, je peux être porté de la croissance inclusive, je suis en bonne santé et en fait j'ai d'autres priorités ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors en réponse à ça, et je me suis présenté très brièvement un peu plus tôt, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on suit ces activités-là, et du coup il y a beaucoup d'initiatives qui existent, qui ont été portées par des entreprises, par des collectivités, par des collectifs d'acteurs, toutes sortes d'initiatives. Et derrière ces initiatives-là, on a voulu synthétiser dans un briefing paper 5 points qui sont des points majeurs, des leviers prioritaires qui sont disponibles pour un investisseur, pour une entreprise, pour étudier sa manière de maximiser son impact et au moins de définir un programme cohérent sur des questions de croissance inclusive. Ces 5 leviers sont présentés à l'écran et partent de leviers en fait qui sont des leviers portés véritablement par la question de la relation de l'entreprise aux salariés, qui sont dans croissance inclusive, il y a quand même le concept d'inclusion. L'inclusion, c'est de dire que nous sommes tous différents, mais nous faisons partie d'un tout. Donc, ça c'est une définition, on va dire, mathématique, qui est portée derrière la question d'inclusion, qui est importante. Ça, ce sont les points principalement 1 et 2. Le point 3 est un point qui porte la question, finalement, de l'inclusion et du partage de la valeur et des valeurs auprès des acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Des acteurs, je dirais, des partenaires économiques et des territoires, les points 3 et 4, et le point 5, c'est un point qui dépasse finalement les unités et les acteurs individuels pour dire qu'à un moment ou à un autre, être porteur d'une démarche de croissance inclusive, c'est aussi être éventuellement vecteur d'un certain nombre de messages sur la société, sur les territoires, qui peuvent être associés à, si on parle de questions d'équité au travail, si on pose des questions d'emploi, l'entreprise, l'investisseur n'est pas responsable de tout. Il y a tout un écosystème d'acteurs qui travaillent sur l'emploi, par exemple. Dans ce cadre-là, nous, je l'avais dit tout à l'heure, mais je suis plus précis ici. Qu'est-ce qu'on fait chez XAPA? On accompagne la définition de démarche de croissance inclusive pour définir une approche stratégique sur ces questions-là. On anime des questions de dialogue des parties prenantes. Et aujourd'hui, on travaille sur des projets qui peuvent être extrêmement conflictuels, puisque le contexte de récession amène à des positions qui peuvent être parfois très tendues. Donc, on travaille sur ces questions-là. Et puis surtout, puisqu'on est en 2020, qu'on sait que nous entrons dans une décennie où il y a un certain nombre de turbulences qui sont portées par des transformations digitales, par des impératifs environnementaux, par de la destruction sociale, nous essayons d'explorer activement et de déployer des solutions à grande échelle, en s'appuyant sur les leviers du digital et du financier pour accompagner, déployer des systèmes de formation, d'accès à du salaire décent et notamment de transition énergétique et de circularité qui peuvent être créateurs d'emplois également. Ces éléments-là qui sont téléchargeables sur notre site, donc pour tous nos participants, le site, vous pourrez télécharger la présentation et les supports, vous n'avez pas forcément besoin de prendre des notes puisqu'il y a pas mal de contenu et de texte à chaque fois sur les supports que nous utilisons sur nos webinaires. Je voulais juste attirer l'attention sur quelques points d'actualité pour ensuite introduire nos intervenants et entrer dans l'échange. En fait, tous ces points-là, les points 1 de la croissance inclusive, ce sont des points qui sont aujourd'hui mis pas mal sous tension par notamment la question de l'employabilité dans un monde qui est toujours plus digital.
Le point 2, je voulais faire un petit point d'actualité sur l'équité et l'accès aux opportunités dans les entreprises, puisqu'il y a quand même eu un rapport du CNCDH sur les discriminations sur le lieu de travail qui a été publié très récemment et qui montre combien déjà les questions d'égalité de genre sont présentes dans nos sociétés, mais aussi, c'est le point numéro 3, les pratiques discriminatoires sur le lieu de travail, notamment pour les personnes de couleur, en France, reste un problème prégnant et majeur. Donc, quand on parle de croissance inclusive, ce sont quand même des sujets qui restent très importants. Sur le point 3, ça nous semblait important de revenir sur derrière les questions de droits de l'homme, d'avoir la bonne granularité derrière ces questions-là, pour que ça ne reste pas des points conceptuels. Et donc, juste pour prendre un exemple, dans le contexte de récession économique, de mode en tout cas économique dégradé post-Covid, il y a tout un travail très intéressant, une attention particulière à porter sur les questions d'esclavage moderne, qui ont été portées notamment par des initiatives anglaises, sur ces initiatives-là de UK Modern Slavery Act, qui sont extrêmement intéressantes. En fait, ça pose la question de savoir à partir de quel moment on peut qualifier un salarié, déjà, en dessous, qui est un travailleur, notamment un travailleur pauvre, donc il n'arrive pas à pouvoir nécessairement vivre de son revenu, d'entrer finalement dans une zone de frontière qui peut commencer à être un concept d'esclavage moderne. Donc ce sont des sujets très réels qui peuvent exister dans nos sociétés, sur nos territoires, dans nos communautés et là où nous habitons, dans nos quartiers, donc qu'il faut quand même avoir en tête. En tout cas pour la communauté qui participe à qui s'intéresse à ces questions de croissance inclusive dans un webinaire comme celui qui nous anime aujourd'hui. Le point 4 ici sur les questions territoriales sont très importantes, mais puisque nous sommes dans un contexte où il y a eu en France notamment des élections avec un taux d'abstention très important, moi je tiens toujours à rappeler que souvent quand je travaille sur ces questions-là, quand je regarde la question de la croissance inclusive, je dis toujours qu'il y a une attention particulière à porter sur les segments qu'on va appeler les segments vulnérables. Alors, toutes les définitions sont toujours possibles sur les segments vulnérables. Ça peut être des questions de genre, ça peut être des groupes communautaires, ça peut être des personnes qui ont un faible accès à l'éducation. Il y a un autre levier qui est très simple sur les territoires, c'est là où on a les taux d'abstention les plus importants dans la vie commune, et notamment dans les élections. Donc, quand on est sur des territoires où vous avez 80% de gens qui ne vont pas voter à des élections municipales de proximité, il y a évidemment un problème. Et là, on peut identifier des groupes communautaires, on va dire, vulnérables. Je terminerai sur un point qui est le point 5 sur la promotion d'une croissance plus inclusive, où fondamentalement, le point qui peut appeler à la cohérence, et puisque la croissance inclusive, c'est quelque chose qui est porté par tout un écosystème d'acteurs, il n'y a pas que les entreprises, il n'y a pas que les investisseurs qui sont porteurs uniquement de cette démarche-là, on ne peut qu'être demandeur de cohérence dans les démarches, de cohérence, et notamment, par exemple, ne serait-ce que de la part d'élus, pour changer de perspective, à s'assurer que les élus soient capables de promouvoir eux-mêmes une croissance inclusive dans la manière dont ils définissent une politique fiscale. J'avance ainsi, du coup, sur le deuxième temps qui va pouvoir nous animer et pour pouvoir avoir les réactions et les interventions de nos intervenants, où nous allons pouvoir aborder principalement 3 points qui vont rester affichés à l'écran pour l'essentiel du reste de notre échange. Et donc, je vais demander dans un premier temps aux intervenants de se présenter eux-mêmes, de présenter leur organisation. Je vais donner la parole dans un premier temps à Sarah Tézéli. Bonjour Sarah. Alors, je vais demander à Alexandre Brailovski de se présenter. Ok. Donc, en attendant Sarah, donc moi, je suis Alexandre Brailovski. Je me mets 2 minutes en visio pour que vous voyez. Après, j'enlèverai pour le reste. Donc, présenter l'entreprise Engie souhaite et fait tout pour être le leader de la transition énergétique. Et finalement, il y a tout dans cette phrase. Ça veut dire que la transition énergétique comporte 2 volets, par exemple. C'est le fait que cette transition soit juste, qu'elle ne soit pas seulement une transition technologique, une transition zéro carbone, mais qu'elle se passe pas aux dépens du social, aux dépens des employés. Et ça, c'est très concret. On le développera dans les exemples et dans les différents thèmes, c'est-à-dire notamment le retrait du charbon fait que les communautés qui vivent de ça doivent être quelque part pris en compte et pris en considération pour trouver des alternatives. La deuxième chose, quand on veut être le leader de la transition énergétique, c'est bien évidemment d'avoir
une politique, une stratégie sur l'acceptabilité des énergies renouvelables et le respect des populations. Donc ça, c'est deux exemples. Et aussi, une chose qui est importante, parce que tout se retourne autour de l'utilité sociale de l'entreprise, c'est que bien évidemment, en tant que entreprise qui veut être leader de la transition énergétique, nous nous sommes fixés des objectifs concrets, des objectifs extra-financiers pour répondre à cette ambition, et notamment sur tous les thèmes que Farid a très bien évoqués, sur le genre, sur le dialogue avec les parties prenantes, sur bien évidemment tous les impacts environnementaux. Donc, si je résume un peu la situation, voilà un peu ce que l'entreprise souhaite être et à quoi elle s'attelle. Alors au niveau personnel, alors je m'appelle Alexandre, mais en fait le diminutif d'Alexandre en russe, c'est Sacha. Donc du coup, Farid gentiment a proposé de vous donner cette photo du livre que je viens de publier qui résume un peu l'histoire et comment je suis arrivé. Donc j'occupe à l'heure actuelle le poste de directeur de la responsabilité sociétale d'Engie. En fait, je suis médecin, j'ai fait beaucoup d'années dans l'humanitaire, dans beaucoup de pays extrêmement compliqués. Et finalement, pour résumer un peu la situation, entre la médecine et la responsabilité, c'est mes enfants qui le résument la mieux en disant quand on nous interroge, quand les profs nous interrogent en début d'année pour nous demander ce que font nos parents, nous, on répond que tu es médecin parce qu'on n'a jamais rien compris à ce que tu faisais. Donc, voilà un peu. Et les raisons pour lesquelles j'étais dans l'entreprise, c'est parce que je crois profondément, après toute une période dans le développement et dans l'humanitaire, j'ai vraiment adhéré par conviction à l'entreprise pour deux raisons, pour son mode de fonctionnement, pour son efficacité, et la deuxième, pour la possibilité d'impact qu'elle délivre. Voilà, un peu pour résumer ce que je suis et ce qu'est LG. Merci. Et je tiens à préciser que la lecture de l'ouvrage que j'ai faite est intéressante puisque ça permet à la fois de voyager dans un certain nombre de contextes différents et très en lien avec les questions de croissance inclusive, ça permet de voir l'importance finalement de l'humain à mettre au cœur finalement de la réflexion territoriale. Sarah, nous t'entendons et je te propose de te présenter brièvement, présenter ton organisation. Alors, problème de connexion, hein, je suis désolée, j'ai une connexion visiblement très instable. Je pense que les vidéos et les présentations me… donc, moi, je suis directrice de la responsabilité sociale du groupe Vinci. Vinci est un acteur. Je crains que nous ayons un petit problème de connexion. Nous avons un petit problème de connexion avec Sarah. Je vais donc poursuivre du coup la discussion avec Alexandre, qui est connecté. Et je vais m'arranger pour m'assurer, bien sûr, que Sarah puisse… Ah, j'arrive à peu près. Alors, Sarah, je pense que nous pouvons t'entendre sur la présentation du groupe Vinci. Donc, je vais demander à Alexandre, du coup, d'intervenir pour avancer dans les questions. Ok, mais bien évidemment, dès que Sarah se reconnecte, j'arrête, hein, mais bien évidemment. Je suis vraiment désolée. Non, mais il n'y a pas de problème. Donc, tu es là, donc tu y vas.
Non, non, mais par contre, je pense que Farid, si quand je parle, on peut enlever l'écran parce que je pense que la projection doit peut-être aussi perturber les choses. D'habitude, ça marche mieux que ça, mais écoutez, là, je suis vraiment navrée. Bon, donc je vais faire très très vite hein, sur Vinci. C'est une organisation extrêmement décentralisée avec 3200 business units dans le monde. Et 290 000 chantiers. Donc voilà, ça, c'est des éléments qui me paraissent importants. Et 45% du chiffre d'affaires à l'international et 55% en France. Donc quand même encore une base française importante. Et voilà, un chiffre d'affaires de 48 milliards, mais qui se partage beaucoup entre les métiers de la contracting et des concessions. Voilà, mais je ne vais pas vous en dire plus. Des activités, notamment en France, hein, quand même très fortement impactées par la crise de la COVID, du Covid. Euh, voilà, avec une reprise de l'activité, évidemment un peu moins dans les aéroports et notamment voilà, en Europe et également à l'international. Voilà, donc ça c'est une présentation très rapide et très globale et j'espère que j'aurai moins de problèmes de connexion après. Aucun souci. Avançons du coup sur une première réflexion et votre impression. Donc, je vais redonner la parole du coup à Alexandre sur la partie droits de l'homme, chaîne d'approvisionnement. Ça fait partie des points, on se dit tout le temps, si l'entreprise est vecteur de croissance inclusive, en tout cas la grande entreprise, elle est aussi motrice de tout un tissu d'entreprise, notamment ça fait partie d'ailleurs des questions qui arrivent. Dans quelle mesure cette question de croissance inclusive, c'est un sujet qui concerne aussi les PME, les TPE. Donc, respect des droits de l'homme dans les chaînes d'approvisionnement, qu'est-ce que ça évoque pour toi, Alexandre? Alors, ce qui est important dans notre cas, finalement, c'est que quelque part, la politique sociétale du groupe Engie, elle est centrée sur cette capacité d'avoir un dialogue efficace, professionnel, responsable avec l'ensemble des parties prenantes. Parce que on ne peut pas traiter par compartiment étanche une partie prenante et l'autre. Il faut vraiment avoir une politique intégrale de dialogue et être dans une logique multi-acteurs. Alors, bien évidemment, en ce qui concerne les sous-traitants, les chaînes d'approvisionnement, ben bien évidemment, je crois que l'exemple le plus typique, c'est la loi du devoir de vigilance. C'est-à-dire que quelque part, on nous demande, que ce soit vis-à-vis de nos partenaires, que ce soit vis-à-vis de nos fournisseurs, d'étendre notre responsabilité, d'étendre notre sphère d'influence, c'est le vocabulaire, à l'ensemble de cette chaîne d'approvisionnement. Et bien évidemment, heureusement, ça prévoit de manière intelligente et réaliste que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain et que notre boulot, elle n'est pas de décréter du jour au lendemain, vous devez être 100% environnement durable, vous devez être ceci, vous devez être cela, et dire on ne signe le contrat avec vous que si vous vous engagez et que vous signez une charte. C'est absolument pas réaliste. Il faut avoir un dialogue soutenu. Il faut accompagner les fournisseurs. Il faut accompagner nos partenaires dans cette chaîne d'approvisionnement pour qu'ils montent en qualité progressivement. C'est un peu ça le but. Mais pour cela, il faut donc avoir une politique, des outils et de mise en place de ce dialogue et bien évidemment les qualités humaines, les qualités managériales qui impliquent cette capacité à dialoguer avec les partenaires. Et à partir d'un moment, bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va accepter qu'on ne va pas changer de partenaire. Il se peut qu'on arrive à des situations extrêmes dans lesquelles il va falloir rompre avec certains de ces partenaires. Alors, comme exemple, je pense qu'un exemple très intéressant et très compliqué, c'était avant qu'on gère la sortie du charbon, c'était l'approvisionnement en charbon, notamment en Colombie. Et donc, la capacité d'aller dialoguer avec des entreprises colombiennes, des entreprises d'extraction du charbon, qui étaient accusées de choses graves hein, sur la violation des droits de l'homme, pour leur demander de faire la preuve, dans ce contexte très compliqué de la Colombie, de faire la preuve de leur bonne volonté pour cesser certaines pratiques, pour cesser certaines relations. Sinon, bien évidemment, nous serions obligés de nous retirer et nous serions obligés de cesser nos approvisionnements. Ça peut être l'exemple un peu négatif. L'autre exemple qu'on pourrait avoir sur
l'importance de ce sujet, c'est quelque part les relations quand on construit des projets éoliens, la capacité qu'on peut avoir de répondre aux communautés et d'inclure les communautés dans l'actionnariat des projets d'énergie renouvelable, que ce soit des projets éoliens ou des projets solaires. Et encore une fois, ce qui est intéressant dans ce genre d'exemple, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'être éthique et d'être sous la contrainte, mais bien évidemment, c'est une opportunité parce que c'est une opportunité pour assurer une acceptabilité durable de ces projets dans les communautés. Donc voilà, c'est un peu les deux exemples que je voulais donner, la transition juste et la relation aux fournisseurs de charbon et l'acceptabilité des énergies renouvelables. C'est un peu deux exemples, mais encore une fois, notre politique à nous, elle est basée sur une capacité professionnelle systématique et ça fait partie de nos objectifs extra-financiers contrôlés par les commissaires aux comptes, d'avoir avec l'ensemble de nos parties prenantes, donc en plus les parties prenantes qui sont impliquées dans la chaîne d'approvisionnement, d'avoir un dialogue efficace, un dialogue concret, un dialogue réaliste. Très bien, ça permet quand même de rebondir à la fois sur le premier point, sur les chaînes d'approvisionnement, mais aussi à travers l'actionnariat communautaire, d'aborder la question du développement d'opportunités de redistribution, en l'occurrence sur l'angle territorial. Alors, du coup, fort de ce double prisme, je vais proposer à Sarah également d'intervenir peut-être sur ces deux éléments. Alors, sur la partie territoriale, enfin, sur chaîne d'approvisionnement et territoire, peut-être en préambule à une spécificité de notre secteur, mais qui est proche du secteur de l'énergie. On a un secteur, on est des acteurs qui sommes très ancrés dans le local. À titre d'exemple, hein, en France, pour nos activités françaises, 95% de nos achats sont effectués en France et à 54% auprès de PME, PMI. Donc, c'est une tendance de fond sectorielle. Quand on fait un pont au Vietnam, il n'est pas délocalisable, il est fait aux conditions locales, dans un environnement local. Et le tissu de sous-traitance avec lequel on travaille est aussi très local. Donc ça, c'est un élément important. On n'a pas de grande chaîne d'approvisionnement où on va très très loin dans la chaîne. Elle est très locale, avec les difficultés aussi de travailler avec des acteurs très locaux. Donc voilà, ça c'est un élément de contexte qui est propre au secteur. En revanche, il peut arriver que dans certaines zones du monde, on ait recours à de la main-d'œuvre migrante, puisque, bon, je prends le cas du Golfe Persique qui a été cité par Farid tout à l'heure. Voilà, le Qatar, où la main-d'œuvre locale ne permet pas de répondre aux enjeux de construction qui étaient sur place. Donc, on fait appel avec de la main-d'œuvre migrante, avec tous les risques que cela comporte. Hein. On sait qu'il peut y avoir des risques d'atteinte grave aux droits de ces travailleurs migrants par la servitude, notamment le paiement de frais, de dettes importantes, de déception au niveau des contrats. Ce qu'on leur promet dans le pays d'origine n'est pas toujours ce qu'ils ont à l'arrivée. Donc, on s'est d'abord attaché à travailler sur nos processus de recrutement de manière extrêmement fine et poussée, avec des missions sur place, un contrôle important de ce processus de recrutement. Quand vous travaillez avec des pays de migration tels que le Bangladesh, vous devez passer avec des agences de recrutement locales. Ce n'est pas possible de faire de la migration sans passer avec des agences locales. Donc, on s'est d'abord attaché à nos processus de recrutement propres. Et puis après, on s'est dit que c'était important de regarder comment nos sous-traitants travaillaient sur ces questions et s'intéressaient à cette question, sachant qu'eux n'ont pas toujours les moyens d'aller sur place pour vérifier ce processus de recrutement et qui passent souvent par des intermédiaires qu'on peut appeler agences de placement, agences d'intérim, voilà, qui ont un rôle clé à jouer et voilà, qui n'étaient pas toujours où on a un peu tout et ce qu'on veut sur ce marché. Donc on a travaillé et l'OIT qui venait de s'installer au cas, vous savez qu'on avait travaillé sur la réplicabilité de ces processus et ces dispositifs. Donc, on a travaillé avec certains de nos sous-traitants, on en a identifié un en particulier, et on a travaillé sur le corridor
Bangladesh, Qatar, avec tout un programme qui est lancé depuis 2 ans avec l'OIT, avec un audit qui a été établi sur place au départ sur les processus de recrutement de l'agence de départ au Bangladesh et après de l'intermédiaire au Qatar, pour renforcer ces dispositifs et vraiment à faire que tous ces travailleurs migrants qui arrivent n'aient pas de connaissance de leurs droits, n'aient pas de frais supplémentaires à payer. Quand ils arrivent, ils sont traités correctement, hébergés correctement. Donc voilà, on a travaillé sur tout ce corridor et c'était donc des agences qui travaillaient pour nos sous-traitants et qui restent aussi après dans le pays et qui travaillent avec énormément d'autres acteurs. Donc l'idée, donc avec des audits réguliers, des processus, il va y avoir un audit qui va être fait encore là en fin de parcours, des enquêtes très importantes sous le patronage de l'OIT et du ministère du Travail du Qatar également. Parce que nous, notre constat avait été de faire que quand on a travaillé sur nos processus avec une agence bien identifiée, si vous voulez, après, on était un peu seul face à ce sujet et il fallait pouvoir démultiplier. Donc là, on a travaillé sur ce corridor, on a sécurisé des acteurs. Nous, maintenant, on est plutôt en fin de cycle en matière de construction au Qatar. Mais ces acteurs, si d'autres entreprises ne leur demandent pas, n'ont pas le même niveau d'exigence et qu'on ne les alimente pas, ils peuvent aussi très vite retourner à des pratiques, on va dire, moins éthiques et moins responsables. Donc, c'est important de partager avec d'autres et de se dire qu'il existe des acteurs qui peuvent remplir ce type de conditions. Donc voilà, c'était l'idée de dire on a travaillé, évidemment, on a notre responsabilité directe, mais après, c'était de travailler avec nos sous-traitants et aussi de pouvoir pérenniser et de laisser dans le pays, quand nous allons, si nous partons et nous allons partir, voilà, des acteurs un petit peu clés et de travailler avec un acteur de référence, l'OIT, qui lui peut aussi essayer d'embarquer les acteurs de l'État et d'autres entreprises sur ce sujet. Voilà, c'était un élément, c'est un exemple concret de comment on a travaillé sur une problématique très importante et où on a apporté des réponses concrètes. Voilà, on sait aussi que c'est un sujet qui n'a pas que lieu dans le Golfe. Vous avez aussi l'Asie du Sud-Est dans lequel il y a des enjeux importants de cette nature. Et probablement aussi dans d'autres géographies. Voilà, donc ça c'était un peu l'exemple sur lequel je voulais rebondir pour illustrer comment dans sa chaîne de sous-traitance on pouvait prendre en compte ces enjeux de Oui, très bien. Oui. Au sens large. Et de partager. Ça... Voilà. Ouais. Juste plusieurs réactions et remarques par rapport aux deux contributions, également celle d'Alexandre. Ce qui est très intéressant dans l'exemple que vous partagez, c'est qu'il y a un premier temps qu'on va trouver comme un temps je dirais, de découverte, en fait, aussi des problématiques. Je reprends l'exemple aussi de l'approvisionnement charbon. Et en fait, il y a des pratiques qu'on trouve normales dans le sens personne ne s'est posé de questions et on se rend compte qu'en fait, il y a du travail à faire. Bon, ça, je pense que une des pertinences, des enjeux intéressants à travers ce point sur la question des droits de l'homme et plus largement après de l'intégration de cet aspect-là, en tout cas en gestion de risque, au moins déjà et en réduction de problématiques sur une démarche de croissance inclusive. Donc, c'est déjà de travailler sur de la compréhension et du coup, à partir du moment où il y a un problème identifié, de voir ce qui peut être fait pour progresser dessus. Avec la complexité que vous avez évoquée, c'est voilà, il y a de la symétrie d'information, il y a des responsabilités qui sont fragmentées, diluées. Et donc, ça m'amène au deuxième point qui est intéressant aussi, c'est la partie collaborative, collective en fait, pour avancer sur ces sujets-là. Et le troisième point, je pense, qui est important, qui permet bien de couvrir aussi la partie opportunité de croissance et de redistribution. Je me dis souvent sur pas mal de programmes, et à vous écouter, quelque chose qui ressort aussi, c'est que quand il y a des acteurs de référence qui se mobilisent aussi, des acteurs territoriaux, ministères, je dirais en tout cas dans des pays, en tout cas plus territoriaux, plus locaux, se pose aussi pour eux la question, il y a un concept de croissance inclusive, de se dire qu'il y a ce qui est acceptable, pas acceptable, et puis que se nourrit aussi derrière la question de croissance inclusive, la capacité à pouvoir faire de l'attractivité sur de l'investissement,
à se dire qu'à un moment ou à un autre, mieux partager de la richesse, notamment auprès de travailleurs, c'est aussi pérenniser finalement du développement territorial. Et donc, je pense qu'il y a un peu ces dynamiques-là qui sont intéressantes, qui sont sous-jacentes dans les différents exemples. Mais j'aimerais du coup en profiter pour basculer du coup sur la troisième question, sur ce qu'on appelle une vision plus inclusive du capitalisme. Ce serait intéressant d'avoir vos perspectives sur des sujets qui dépassent finalement ce que vous êtes capable de porter au niveau de vos propres entreprises, des territoires sur lesquels vous évoluez. Et pour promouvoir une vision plus inclusive du capitalisme de la société, en fait, c'est un exemple de défi collectif qui peut en appeler une approche plus collaborative pour les années à venir. Je vais peut-être commencer à proposer à Alexandre dans un premier temps de partager cette vision. Si on se projette en contexte, et j'insiste sur ce contexte quand même Covid, qui est quand même un contexte aussi qui en tout cas bouscule pas mal crée de la pauvreté en fait, de la pauvreté auprès de travailleurs sur des territoires. Et donc, si on se projette à 2025, un défi collectif qui peut dépasser ce que vous êtes capable de porter vous-même, qui en appelle à de l'approche plus collaborative. Alexandre. C'est la question, la question pas la plus compliquée, mais ce qui se passe quand même pour faire un mix entre la deuxième et la troisième question, Farid, c'est que quelque part, il faut se rappeler que l'entreprise, en tout cas la nôtre, elle répond aux préoccupations du territoire parce qu'elle répond à des clients, que ces clients soient des collectivités territoriales ou que ces clients soient des clients industriels, des clients privés. Et dans ce cadre-là, en fait, démontrer sa responsabilité devient de plus en plus une valeur différenciante, une valeur pour finalement augmenter notre compétitivité. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que quelque part, il faut bien différencier ce qui est de l'ordre du core business, que ce qui est du travail de l'entreprise dans sa raison d'être, et ce qui est finalement la contribution marginale de l'entreprise de manière caritative à travers ses fondations ou d'autres choses. Donc, quelque part, on assiste à un grand mouvement qui est symbolisé dans les universités à Oxford ou à Harvard par une phrase qui dit il faut passer d'un capitalisme d'actionnaires à un capitalisme de parties prenantes. C'est-à-dire, c'est vraiment ça, inclusif, c'est vraiment ça. Alors, d'une part, il est évident pour les entreprises, sans être alarmiste, que s'il n'y a plus de clients, il n'y a plus de business. Donc, bien évidemment, maintenir une certaine cohésion sociale, maintenir un certain niveau d'activité, maintenir finalement une répartition des richesses est de toute façon notre intérêt. J'insiste sur ce point parce que de la même manière que la responsabilité sociale n'est pas le vœu pieux unilatéral de l'entreprise, mais seulement la réponse aux demandes des territoires, donc aux demandes des clients, de la même manière, cette volonté de faire évoluer l'utilité sociale de l'entreprise est pour l'entreprise une manière de conforter son activité de création de valeur. Et donc, il faut partir, bien évidemment, dans notre cas, des qualités de l'entreprise, finalement de ses atouts, et quelque part de ne pas favoriser trop de technocratie. Donc, sur ce sujet-là, ce qui est compliqué à travers la RSE, c'est qu'on voit bien que la responsabilité des entreprises, on est, Sarah et moi, porteurs de ces sujets, c'est que quelque part, comme on est passé beaucoup de la communication et donc une certaine vision d'inutilité ou un petit peu de maquillage, voire de greenwashing, à une activité essentiellement centrée sur le reporting, quelque part, on n'avait pas, comment dire, jusqu'à présent, cette capacité ou du moins cette compréhension du top management de l'entreprise, de cet intérêt de la responsabilité qui est avant tout cette valeur différenciante par rapport aux attentes du territoire et aux attentes des populations. Le Covid n'a fait qu'accélérer quelque chose qui est évident, et quelque chose qui aurait dû être plus naturel. Après, je pense qu'on est dans des moments très compliqués, il faut beaucoup d'humilité et il faut beaucoup de réflexion, parce que ce mouvement qui est symbolisé par, finalement, passer d'un capitalisme d'actionnaires à un capitalisme de parties prenantes, quelque part, est hyper nécessaire, parce qu'on voit bien que cette logique uniquement centrée sur la rétribution des actionnaires peut finir par être toxique, même si elle est quelque part indispensable, mais en même temps, tout est une question d'équilibre.
C'est-à-dire, finalement, si on change un contre-pouvoir pour un autre, il faut bien s'assurer, dans la méthode, que ce contre-pouvoir fonctionne. Il ne s'agit pas de faire disparaître un contre-pouvoir par l'absence de contre-pouvoir. Donc, tout ça est très général. Moi, ce que je veux dire, là où on en est tous, c'est que finalement, ce à quoi on fait face aujourd'hui en tant qu'entreprise, mais en tant que citoyen, c'est la même chose, c'est gérer deux choses dont on n'a pas l'habitude, c'est l'incertitude et le mouvement. Et par rapport à ça, ça veut dire que cette incertitude qui entraîne un mouvement implique qu'on se mette en situation de déséquilibre. Et qu'on le veuille ou non, nos institutions, elles détestent ça, le déséquilibre. Être capable de se mettre en déséquilibre, c'est vraiment une capacité, c'est vraiment une attitude, une manière d'être qui est quelque part très contre nature, y compris ou même peut-être surtout pour les entreprises. Donc voilà, c'est un peu général ce que j'ai dit. Moi, je pense, pour en revenir aux choses, je pense qu'il y a plein d'attitudes sur le terrain très concrètes pour favoriser cette inclusion. Par exemple, l'idée centrale, c'est dans les énergies renouvelables, par exemple, de favoriser beaucoup plus dans les cofinancements le crowdfunding, qui permet en même temps de garantir l'appropriation des installations, des projets, dans un moment où finalement beaucoup de populations rejettent un peu ces structures d'énergie renouvelable, et en même temps de favoriser une redistribution, parce que finalement, le crowdfunding va permettre aux communautés d'être actionnaires et d'avoir un retour sur investissement. Je crois que c'est l'exemple le plus intéressant. Il faut demander aux entreprises de faire ce qu'elles savent faire. Les entreprises, normalement, elles sont faites pour l'action sur le terrain, concrètement, dans des territoires donnés. Et ce qu'il faut faire aussi dans un même temps, c'est aujourd'hui les dégager de cet excès de reporting, de cet excès de technocratie qui caractérise la responsabilité sociale. Je m'excuse, hein, j'ai été un peu rapide, peut-être un peu confus, mais j'ai essayé de répondre. En fait, c'est parce que Farid m'a fait sauter de la deuxième à la troisième question, donc je n'étais pas préparé. Voilà, merci. Non, non, c'est très clair. Non, non, c'est très clair et ça me permet de pouvoir faire le lien aussi avec Sarah sur ce point de la capacité à faire de la gestion d'incertitude et du mouvement, en rebondissant aussi sur, en tout cas, des observations de certains nombre de programmes récents sur lesquels on a été amené à travailler, que dans ce contexte d'incertitude et de mouvement, il y a quand même des choses assez simples qui font la différence. C'est que quand on a un dialogue finalement social plutôt positif, on arrive à mieux gérer, ou en tout cas constructif, c'est plus facile d'aborder les questions d'incertitude. Enfin, en tout cas, on est un peu câblé de la même manière. Et quand on est sur un territoire où on comprend un petit peu ce qui se passe, c'est plus facile aussi de piloter de l'incertitude. Évidemment, je prends l'inverse de ce que je viens de dire, c'est qu'en situation d'incertitude et de mouvement, quand le contexte est plus conflictuel, plus tendu, c'est plus compliqué. Fort de ces éléments-là. Sarah, Alors, on se projette dans les premières années, euh, incertitude et mouvement. alors moi, je rebondirai sur ce que tu viens de dire. En tout cas, c'est sûr que ce qu'on a pu tisser auparavant est clé dans cette période d'incertitude. Et le dialogue qui avait pu être mis en place avec certains acteurs s'avère essentiel, parce on va arriver vers des périodes de tension, hein, potentiellement de réduction d'emploi. Donc, si on avait un dialogue préexistant de bonne qualité, ça, c'est quand même un élément structurant et très important. Moi, j'ai envie de dire aussi, c'est qu'il ne faut surtout pas arrêter de dialoguer. La tentative, on pourrait être tenté de se dire, ben, on se referme, ça va être compliqué. Voilà. Donc, surtout pas. Et au contraire, je pense qu'il faut encore plus dialoguer probablement qu'auparavant dans ces périodes d'incertitude. Mais c'est effectivement complexe, comme l'a dit Alexandre, parce que ce n'est pas naturel, on va dire, de se mettre dans une zone d'incertitude pour l'entreprise, de qui on attend en général des résultats financiers, de la rentabilité, de la productivité. Voilà. Donc, d'allier les deux dans des moments de crise, c'est complexe. En revanche, face au sujet et aux enjeux qui sont, voilà, par exemple, le trafic entre guillemets d'êtres humains, qui est réel
entre certains continents. Nous, si on a retenu une chose, c'est que tout seul, on est juste une goutte d'eau dans un océan, hein, malgré toute la bonne volonté qu'on peut avoir. Donc, c'est essentiel de travailler avec d'autres, hein, avec de l'expertise qui vient d'ailleurs en général, des acteurs de différentes natures, hein, qui peuvent être institutionnels, syndicaux, ONG, pour faire face à ces sujets pour lesquels on est en général, sur lesquels on est en général un peu dépassé et qui dépassent de loin notre compétence. Et certes, on a une responsabilité, mais on n'a pas non plus toutes les responsabilités. Voilà. Une entreprise toute seule, elle ne peut pas résoudre tous les enjeux qui sont présents dans un pays de corruption, de contrôle. Voilà. Donc, ça ne sera qu'à plusieurs. Avec des initiatives collaboratives qui peuvent être sectorielles, qui peuvent être spécifiques. Voilà. Et c'est vrai que cette nouvelle initiative sur Business for Inclusive Growth est aussi intéressante de voir à plusieurs ce qu'on est capable d'avoir aussi comme effet de levier et vis-à-vis de certains États et vis-à-vis de certains acteurs pour pouvoir parler un peu et avoir un peu un même objectif et parler voilà, d'une seule voix parce que différentes réponses, c'est souvent un peu je ne vais pas dire cacophonique, mais ça peut être dissonant aussi. Donc voilà, d'avoir une impulsion et une orientation sur certains sujets, c'est probablement aussi la réponse à ces grands enjeux et pour se projeter dans l'avenir. Alors, j'ai une question d'une participante sur laquelle je serais intéressé pour avoir votre perspective, qui touche à la question de l'impact. Comment, et alors c'est un peu contradictoire avec pas mal de choses, d'un côté on va avoir plus d'actions sur le terrain, gérer de l'incertitude, moins de technocratie, et en même temps, effectivement, cette question d'impact. Croissance inclusive, être capable de se dire, quand je m'inscris sur un territoire, je suis capable de dire à plus X années, voilà l'impact que je suis capable d'avoir, et l'impact évidemment sur des questions, on va dire, extra-financières. Il ne s'agit pas simplement de dire j'ai payé tant d'impôts là, mais c'est vraiment, peut-être que la question m'est posée, c'est vraiment de dire j'ai amené à de la qualité d'emploi, j'ai amené à voilà, des choses qui sont plus qualitatives sur des gens, ou, voilà, sur les humains. Et juste avant que vous répondiez à cette question, je proposais du coup à Alexandre de partager 1 ou 2 points autour de ça. 2 petits éléments pratiques. Je vais activer du coup un petit sondage auquel vous êtes tous amenés à pouvoir répondre. C'est pratique. Et ça n'empêche pas de répondre, d'écouter les réponses, bien sûr, de nos intervenants. Et deuxièmement, je vais en profiter pour m'assurer que vous puissiez aussi voir sur la suite, un petit peu noter dans vos agendas les prochains événements que nous faisons, et je les évoquerai par la suite. Alexandre, mesure d'impact. Mesure d'impact. Je pense que ce qui est très compliqué, c'est qu'on ne peut pas comment dire, être dans l'absolu. On ne peut pas être dans une vision où l'entreprise auto-centrée décide de ce qui est bien ou mal. Nous sommes censés répondre à des clients qui sont des élus, entre pas des collectivités territoriales, ou qui sont des clients industriels qui eux-mêmes évoluent dans un écosystème. Donc, quelque part, c'est plutôt rassurant que finalement, la première mesure de l'impact, c'est la satisfaction de ces clients, de ces demandeurs et surtout de ces décideurs, de ces autorités publiques. Parce qu'elles font l'équilibre, encore une fois, je reviens à la transition juste, qui est une question de vitesse, la transition juste entre la transition énergétique zéro carbone, l'objectif zéro carbone, mais aussi la gestion d'une transition qui respecte le social, qui respecte l'emploi et qui permet de compenser un peu. On sait très bien que le changement de mode énergétique va créer comment dire, des situations très différentes au niveau de l'emploi, au niveau des taxes, au niveau des choses comme ça. Donc, je dirais que la mesure de l'impact, elle est essentielle. Il faut contrôler, il faut s'assurer que les entreprises font bien ce qu'elles disent, mais elle peut être faite de manière beaucoup plus light et elle doit surtout reposer sur la satisfaction finalement du territoire. La deuxième chose, c'est une chose qu'a dit Sarah, et je veux rebondir et l'appuyer dans ce sens parce que je pense que c'est fondamental, et ça revient au même sujet, c'est cette notion de coopération. Ça veut dire qu'on ne fait pas les choses par nous-mêmes, on ne peut pas les faire les choses par nous-mêmes.
l'essentiel, si on veut sortir de cette crise aujourd'hui, et qui était une vérité déjà avant, c'est vraiment la coopération, c'est-à-dire la co-construction avec toute une sorte d'acteurs. Et entre parenthèses, nous sommes avec Sarah impliqués dans une initiative de ce type. Et ça, c'est vraiment essentiel, c'est-à-dire que, et notamment dans notre pays, que les différents secteurs, que sont le secteur privé, le secteur public et la société civile, le monde associatif, apprennent à travailler plus ensemble, à s'écouter, à se respecter. Et c'est valable pour les trois acteurs. Sarah, mesure d'impact. Alors, je pense que la société civile dans son ensemble, voilà, j'abonde hein, dans tout ce qui a été déjà dit. Je pense qu'il faut quand même qu'on se dote probablement et qu'il faut les construire et les développer d'indicateurs, alors sans crouler sur le reporting et autres, mais qui peuvent être des indicateurs plus qualitatifs, plus quantitatifs, qui permettent aussi de parler un langage commun entre les différents acteurs sur un territoire et désamorcer. Voilà, on va dire que ça permet d'objectiver aussi l'impact et à partir de cette objectivation de l'impact, d'échanger ou de co-construire finalement des indicateurs, parce que voilà, on a toujours tendance à penser que c'est très simple, les indicateurs, que ça va tout résoudre. Voilà, en co-construisant des indicateurs avec les différentes parties d'un territoire sur, comme tu l'as dit, la nature de l'emploi créé, enfin la création d'emplois, sa nature de cet emploi, des aspects plus qualitatifs. Est-ce que j'ai augmenté mes compétences? Est-ce que je suis plus employable après être passé par telle entreprise? Pouvoir me développer un territoire, qu'est-ce que j'apporte de manière plus qualitative? On s'est beaucoup concentré sur des indicateurs effectivement financiers, économiques. Dans les impacts environnementaux, c'est plus simple parce qu'ils sont physiques, donc il y a une mesure qui est plus simple, et que probablement sur des questions sociales, il en existe, mais qu'il faut aller plus loin et les partager pour qu'on puisse échanger de manière justement plus apaisée et plus neutre aussi sur ces questions. Qu'est-ce que j'apporte? Comment j'y contribue? Quelles sont les attentes du territoire? Et finalement, comment on travaille ensemble pour arriver à des objectifs communs sur ces sujets. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose de cette mesure qui mérite quand même d'être développée, qu'on s'y attarde un petit peu plus. Bien sûr, il y a à noter quand même sur ces questions d'impact pas mal de travaux, enfin moi que j'ai vu très près, qu'on active d'ailleurs aujourd'hui beaucoup, notamment avec le GINN, sur des impacts qui permettent d'avoir, je dirais, de la batterie d'indicateurs avec une comparabilité, enfin ils sont là, quoi. Donc ça permet d'être assez simple et aussi d'adresser le point d'Alexandre sur faire simple et pas trop passer de temps à être plus sur l'action de terrain que dans la création d'indicateurs, on va dire. Et puis voilà, il y a toutes sortes d'outils aussi open source qui sont disponibles, sur lesquels d'ailleurs on pourrait même faire un blog à l'avenir, et qui permettent de pouvoir s'appuyer autant que possible sur ces éléments-là. Nous arrivons vers la fin de notre temps. Donc je voudrais voir si, déjà juste m'assurer que les personnes puissent répondre au sondage. Voilà, il y a un certain nombre de réponses qui sont d'ailleurs que moi j'ai la chance de pouvoir voir et qui sont excellentes. Donc j'en profite pour remercier nos intervenants puisque le niveau de satisfaction est très très bon, mais il pourrait être meilleur. Comme toujours, s'il y a plus de participants, c'est toujours mieux. Premièrement. Deuxièmement, donc les prochains événements qui sont en lien. Nous, on travaille en l'occurrence, et j'attends notamment la confirmation de la sortie d'un nouveau travail de recherche, mais on coopère beaucoup avec le Harvard Belfer Center, avec lesquels normalement le 27 août, nous devrions animer une réunion de suivi un petit peu, un webinaire de suivi sur les questions de croissance inclusive avec un projet de recherche sur lesquels on pourra échanger. Ça sera en anglais à 17h. Qui permettra de pouvoir aborder les questions un peu leadership in recession et donc d'aborder les questions de croissance inclusive quand je parlais de cette notion de fil directeur et de pertinence dans la durée. Voilà, donc comme vous êtes une communauté intéressée par ces questions-là, en suivant ce webinaire-là, ça peut être un webinaire intéressant. Et puis, quand on parle de collaboration, notamment,
multi-acteurs, pouvoir travailler, s'écouter, se respecter dans des environnements qui ont un certain nombre de sujets. Par exemple, la question climatique, moi je le vois bien, c'est une thématique qui est conflictuelle de plus en plus dans le dialogue interparties prenantes. On a un webinaire prévu le 21 juillet sur ces questions-là, sur les questions d'approvisionnement et de chaîne d'approvisionnement de valeur. On en a un autre le 8 septembre, et puis donc le 29 sur l'action climatique. Mais en fait, derrière l'action climatique, en contexte post-Covid aujourd'hui, c'est très intéressant parce que finalement, ce webinaire du 29 septembre, c'est un webinaire sur lequel on déploie des programmes, notamment de mobilisation et de fédération d'investisseurs qui permettent d'avancer sur des programmes de transition énergétique dans des contextes Covid où on sait qu'il y a des investissements importants qui sont à faire, qui sont créateurs d'emplois, créateurs de compétitivité, et tout l'enjeu, c'est de naviguer la question de l'importance, importante, de leur planète, et de l'urgence. Est-ce que c'est le bon moment? Si j'ai un fournisseur qui, notamment, est en difficulté financière, bah oui, il y a des possibilités de le faire, et notamment, particulièrement en France, c'est quelque chose qui peut être très bien étudié grâce à un certain nombre de lois d'accompagnement qui permettent ces dispositifs-là. Donc, me permettez de pouvoir prendre le temps de partager ça. Nous arrivons à un temps de clôture de notre webinaire, et je vais proposer du coup, quand même, à nos deux intervenants de partager un mot de clôture. Peut-être, pour commencer, proposer à Alexandre, un mot de clôture, quelque chose qui a été confirmé, un enseignement intéressant de cette discussion aujourd'hui avec Sarah. Alexandre. Oui. Voilà, donc là, je pense que vous m'entendez. Donc voilà, je pense que ça confirme pour moi deux choses, deux mots très simples. C'est le mot leadership et le mot vision. Vision parce que c'est ce qui nous manque cruellement aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir une vision claire de là où on veut aller, et c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Et leadership, c'est-à-dire d'avoir des gens, et c'est toutes les institutions confondues dont je parle, c'est d'avoir des leaderships qui soient à même de concevoir, de co-construire ces visions et de les mettre en œuvre. Voilà, c'est un peu ma conclusion sur ce qui se passe aujourd'hui et sur le post-Covid. C'est-à-dire que le post-Covid n'a finalement pas amené quelque chose de nouveau en termes de crise sanitaire, mais c'est notre réaction qui a été totalement différente de ce qu'elle est d'habitude en tant qu'humanité. Et elle change les choses parce que quelque part, on s'aperçoit dans le monde entier qu'il y a cette prise de conscience que finalement notre organisation sociale a énormément de difficultés à réagir et énormément de difficultés à créer de la confiance, même si cette confiance est très relative selon les institutions, et selon les pays, selon les cultures et selon les gouvernements. Mais le problème essentiel, ce que ça confirme quand on discute tous ensemble, c'est que finalement la sortie, c'est ce que disait très très bien Sarah, la sortie, elle ne pourra se faire que dans la coopération. Mais si on n'a pas ce cadre global, cette vision globale pour insuffler et faciliter cette coopération, ça risque d'être très compliqué. Alors, bon, moi, Sarah, le mot de la fin. Oui, alors c'est ça, c'est toujours très difficile de parler après Alexandre, hein, qui en général est capable de mettre de la perspective. Donc moi, je vais être un petit peu plus, j'avoue, terre à terre et concrète, enfin très terre à terre. Bon, je pense qu'on est dans une phase un petit peu, un peu après la tempête, un peu anesthésiée, justement. J'ai pas l'impression qu'il y a une phase d'attente. Et en même temps, c'est plein d'incertitudes. Donc effectivement, ce leadership et cette vision du mal à se dégager dans cet environnement très incertain. Et j'ai envie de dire, ceux qui seront capables de l'avoir en premier et poseront les jalons du départ, c'est probablement eux qui donneront le là aussi. Donc c'est quand même très important voilà, j'espère que cette prise de conscience globale va vite se concrétiser parce que sinon on peut avancer dans des… Voilà, ça peut être aussi très anxiogène, voilà, si on n'est pas capable d'avoir cette vision. Mais ces sujets qui étaient là au démarrage, qui étaient là avant la crise du Covid, hein, la question de la croissance inclusive, évidemment, aujourd'hui, elle se pose de manière encore plus forte et urgente. Non, mais c'est bien d'être concret, parce qu'en fait, je pense qu'en clôture, et merci infiniment pour vos contributions, ces sujets-là ne doivent pas être des sujets conceptuels, en fait. Ce sont des sujets qui doivent s'ancrer dans être très, très concrets.
Merci beaucoup pour vos contributions. On a respecté le temps des intervenants et de ce format de webinaire. En mode clôture, je dirais simplement que ce contenu a été enregistré et mis à disposition sur notre site via l'interface, notamment c'est LinkedIn, vous aurez accès au lien et à la vidéo. Merci pour le temps, vos échanges, vos participations. Tout feedback est toujours le bienvenu. On a pu partager des points de contact à xafa.org qui reste tout à fait valide. Alexandre, Sarah, je vous souhaite une excellente journée ainsi qu'à tous les participants. Merci beaucoup, Karim. Merci beaucoup.